Vous l'avez déjà entendu depuis quelques mois déjà, il fait des chroniques à toutes les 2 semaines à l'émission. Il nous parle de plein d'affaires, d'aménagement du territoire, de politique. On a parlé de politique beaucoup, d'environnement également. C'est un de ses dadas. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est la première fois qu'on l'accueille en studio à l'émission. D'habitude, on lui parle par Zoom. Comment ça va, Jonathan? Ça va bien, Philippe, merci. Très content d'être là. Très heureux de t'avoir. Tu habites au lac, hein, c'est ça? Rappelle-moi le nom du village. Saint-François-de-Sales. À peu près Saint-François-de-Sales. personne connaît le village, sauf Marc-André ici. Ouais. Ouais. C'est sur le long de le bord de la 55, je pense. La 155, la 155, ouais. c'est ça. Yes. Dans les montagnes. Dans les montagnes. On va parler aujourd'hui des positions environnementales de Mark Carney, le nouveau premier ministre du Canada. On sait que M. Carney est pas exactement allergique aux pipelines, mais si l'industrie pétrolière de l'Ouest lui reproche de ne pas être assez proactif dans ce domaine-là, de pas s'engager assez fermement, il a quand même répété souvent pendant la campagne qu'il était en faveur. Donc, il veut faire, dit-il, du Canada une superpuissance énergétique. Mm-hmm. On sait aussi de M. Carney que quand il faisait de la finance internationale, il a présidé des fonds d'investissement verts, mais souvent son travail consistait essentiellement à aider des investisseurs à placer leur argent dans des paradis fiscaux. On a parlé de ça avec un autre chroniqueur il y a 2 semaines. Bref, c'est un portrait en demi-teinte de vert, je dirais. Effectivement. Pour un homme dont on devine encore mal les véritables convictions parce que ça fait pas longtemps qu'il fait de la politique. Tu t'es penché là-dessus, donc, Jonathan, sur le dossier Carney en matière d'environnement. Ben effectivement, puis souvent ce qui ressort justement quand on cherche les positions de Mark Carney en environnement puis du Parti libéral, c'est sa volonté là, de faire du Canada une superpuissance énergétique. Donc déjà, comme tu dis, c'est un peu en demi-teinte, là, c'est dit très poliment, ouais, effectivement. Très c'est un peu à l'image du Canada, là, c'est un État assez ambigu ouais. Sur l'environnement. C'est un État producteur de pétrole quand même dans les tops mondiaux. Donc, c'est très important pour le Canada, la production de pétrole, mais pour l'économie du Canada. Mais en même temps, il y a des enjeux environnementaux qu'on connaît évidemment qui doivent être sur lesquels on doit travailler. Puis le Canada est un pays quand même là, du G7, donc dans les pays les plus fortunés dans le monde, qui a des moyens importants pour le faire. Puis donc, l'environnement n'a pas occupé une très grande place dans la campagne électorale. On en a déjà parlé ensemble. Les partis se sont peu prononcés là-dessus. Ben évidemment, ils ont surtout axé leurs actions sur l'économie puis la défense là, de l'indépendance du Canada face aux menaces de Donald Trump, les tarifs aussi. Donc, on a quand même parlé surtout là, de la taxe carbone, donc qui a été abolie en fait quand M. Carney est devenu premier ministre, là, quand Justin Trudeau est parti puis qui est devenu chef du Parti libéral. Donc la taxe carbone pour les consommatrices a été abolie. Celle pour les industriels et demeure quand même. Puis c'est la volonté là, du nouveau gouvernement de la garder en place. Mais donc on verra là, comment ça va être appliqué parce qu'il y a quand même une forte pression pour l'enlever. Mais toujours est-il que l'industrie, il y a une bonne partie de l'industrie là, qui souhaite quand même conserver la taxe carbone du côté industriel parce qu'il y a aussi il y a la taxe, mais il y a les incitatifs qui viennent avec grâce à l'argent qui est accumulé. Donc, les libéraux se sont engagés là aussi à mettre en place d'autres incitatifs là, pour favoriser la transition. C'est ça, la transition, la diminution de la consommation, mais la taxe carbone était plus perçue comme un bâton. Là, les libéraux s'engagent plus à aller du côté de la carotte. On verra ce que ça donne. La carotte, c'est peu suffisant généralement. Ouais. En tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, les libéraux se sont aussi engagés là, à mettre en place des programmes financiers pour permettre la création de projets de captage puis de stockage de carbone. Donc, on sait que c'est quand même des grosses innovations là, qui se préparent ces années-ci pour capter le carbone puis stocker. Donc beaucoup de gens disent qu'on n'est pas sûr que ça marche. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne solution? Je sais pas. Capter et stocker le carbone en aval de sa production. Peut-être qu'on pourrait le réduire en amont. Là, plutôt que de devoir le capter par après. Financièrement, c'est peut-être pas la meilleure décision. Ouais. Là. Ça coûte peut-être plus cher de le faire que d'éviter l'émission de carbone. Donc, d'autres incitatifs là, pour l'énergie propre, pour favoriser l'efficacité énergétique. 100 millions de dollars pour un fonds stratégique de protection de l'eau.
On sait que c'est aussi un enjeu avec ce qui se passe du côté sud de la frontière. Là, on en a entendu parler dans les médias récemment. Donc, Fonds canadien pour la protection de la nature qui irait jusqu'à 250 millions de dollars. Là, en fait, les contributions des citoyens et citoyennes, des organismes de la société civile. Puis le gouvernement irait jusqu'à 250 millions de dollars pour doubler cette mise-là. Des nouveaux parcs nationaux urbains, les cibles de 30% là, de protection des milieux environnementaux. Retour des subventions aux autos électriques, mais tout ça en faisant du Canada une superpuissance énergétique. Donc, il y a quand même dans l'énergie, on parle de superpuissance énergétique, il y a le pétrole, évidemment, il y a l'électricité, hydroélectricité, panneaux solaires et éoliennes, mais ça reste des énergies qui coûtent un peu plus cher à produire, quoique plus le temps passe, plus le ratio le coût de production des énergies propres diminue par rapport aux énergies fossiles. Donc, on sait, tu l'as dit, le Mark Carney a un passé quand même important en environnement. Il est économiste, donc effectivement, sa spécialité, c'est d'aider les gens à placer leur argent. Ben, les gens, donc pas toi et moi, là, évidemment. Surtout pas toi et moi. Effectivement, mais donc les gens qui ont plus d'argent ou les fonds d'investissement, placer leur argent, leurs avoirs dans des paradis fiscaux, notamment pour prospérer le plus possible. Mais toujours est-il que dans les dernières années, il a été donc, après qu'il a été gouverneur de la Banque du Canada puis de la Banque d'Angleterre, donc il a été aussi émissaire spécial du secrétaire général, donc du grand patron des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. On sait que c'est quand même un dossier là, très important parce que c'est un déséquilibre important dans le monde. Le financement, souvent les impacts des changements climatiques se font beaucoup plus sentir dans le sud global, qui eux ont moins de moyens financiers que les pays du nord global. Donc c'est un dossier très important. En 2020, là, il a été conseiller du premier ministre britannique sur la finance climatique. Donc, Radio-Canada rapportait les propos là, d'un environnementaliste influent aux États-Unis qui disait que notre nouveau premier ministre en connaît plus que tous les autres dirigeants dans le monde là, et de loin sur l'environnement, sur la protection de l'environnement, sur ce qu'il faut faire là, pas nécessairement du côté intervention sur le terrain, mais du côté politique, économique. Donc, on verra après ça, dans le contexte actuel, qu'est-ce que ça donne. Donc, comme on le disait, le Canada, c'est un État pétrolier qui produit beaucoup de pétrole, puis son économie dépend beaucoup de ce secteur-là. Évidemment, avec les tarifs, les difficultés économiques qui peuvent s'en suivre, généralement, en temps de crise, les gouvernements vont avoir tendance à mettre de côté les ambitions environnementales pour protéger l'économie. C'est souvent facile, puis même le premier ministre du Québec aussi, François Legault, le dit là, à un moment donné, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, que peut-être qu'on pourrait accélérer certains projets économiques pour faire en sorte que l'économie s'en sorte pas trop mal au détriment des normes environnementales. Donc, c'est un petit peu inquiétant, je dirais, ce qui s'en vient, même si Mark Carney est très connaisseur là, sur papier, en tout cas, de ce qu'il faut faire, de comment amener le Canada à être dans la transition énergétique, effectivement, mais il y a un entourage, il y a un contexte politique, donc il n'est pas tout seul aux commandes. Il y a un gouvernement minoritaire aussi face au Parti conservateur du Canada qui est pas en position de faiblesse, qui est pas nécessairement dans sa plus grande position de force, mais qui va probablement vouloir taper sur le clou pour tenter d'être élu au gouvernement là, dans peut-être la prochaine année, 1 an et demi, 2 ans. Donc, est-ce que Mark Carney va vouloir un peu diluer ses positions environnementales pour ne pas trop donner d'armes au Parti libéral, au Parti conservateur du Canada dans la prochaine campagne électorale? Ce sera à suivre. Ouais. Il y a effectivement deux facteurs qui donnent à penser que ça augure pas super bien. Comme tu le dis, il y a la guerre commerciale avec les États-Unis. En général, quand il y a une guerre commerciale, on fait passer au deuxième plan les impératifs environnementaux. Ouais. Puis il y a effectivement un gouvernement minoritaire qui pourrait être tenté de vouloir faire de la lèche aux provinces productrices, notamment l'Alberta, en étant plus complaisant. Effectivement, c'est là que les libéraux ont scoré moins fort, évidemment, à peu près comme toujours. Ce qui est différent d'avant, en fait, le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Justin Trudeau, était beaucoup appuyé par le NPD pendant son dernier mandat. Le NPD qui est un parti de gauche qui est beaucoup plus favorable à la protection de l'environnement, puis un peu moins flexible par rapport à ça. Donc, ce qui n'est pas le cas maintenant, c'est à peu près plus le NPD. Statistiquement, ils ont la balance du pouvoir, là, parce que les libéraux sont tout près de la 3 sièges de moins de la majorité, ce qui pourrait être compensé par le NPD. Donc, on verra ce que ça donne de ce côté-là, mais le NPD est un peu moins en position de force qu'avant là, pour amener le gouvernement
agir fortement sur l'environnement, particulièrement dans le contexte où les conservateurs vont aussi japper très fort de l'autre côté. Là. Donc, c'est un peu inquiétant ce qui se passe de ce côté-là par rapport à l'environnement. Ce qui nous attend, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là, qui sont mises en place, mais on parlera probablement encore très peu d'environnement dans les prochaines semaines, à moins qu'il y ait peut-être on le souhaite pas évidemment, mais des catastrophes naturelles ou des choses comme ça. La saison des feux de forêt s'en vient, les inondations, on va toucher du bois, mais ça a quand même bien été jusqu'à maintenant. C'est pas terminé du tout, mais donc on verra là ce que l'été nous réserve. Les grandes canicules qui ont des effets dévastateurs, souvent mortels là, dans les grandes villes canadiennes. Donc, c'est assez important là, de suivre ce qui va se passer. Il y a aussi des rencontres internationales. Le nouveau premier ministre va faire le tour du monde éventuellement dans les prochains mois pour aller aux rencontres internationales, notamment sur l'environnement, donc quelle place ça occupera. Il y a aussi la prochaine rencontre donc, du G7 à... Kananaskis, comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, en Alberta. En tout cas. Donc, ma géographie Alberta n'est pas à jour, malheureusement. Donc, en Alberta, à laquelle Donald Trump va participer, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on sait que Mark Carney va aux États-Unis cette semaine. Est-ce qu'ils vont parler d'environnement? J'ai pas l'impression que ça va être un gros sujet, peut-être à la fin de la rencontre, un petit 5 minutes en varia. Mais donc, on verra aussi dans les rencontres internationales comment ça se passe. Par contre, là où peut-être qu'on a un levier supplémentaire côté environnement, c'est tout le reste du monde finalement, où à peu près on voit là, les pays européens qui essaient beaucoup d'attirer les chercheurs-chercheuses des États-Unis en environnement notamment, qui voient leur programme définancé puis qui voient leur liberté académique atteinte en fait par les actions du gouvernement Trump. Donc les pays européens essaient d'attirer ces chercheurs-là. Donc probablement que les autres pays à l'international vont aussi mettre beaucoup de pression pour continuer puis en fait augmenter la lutte là, contre les changements climatiques puis ses impacts. Donc c'est peut-être là que le Canada pourrait avoir des alliés importants là, dans le reste du monde pour mettre en place des mesures qui fonctionnent puis qui ont un impact là, concret et durable. L'identité du prochain ou de la prochaine ministre de l'Environnement pourrait aussi nous en dire un peu plus là, sur les intentions de Mark Carney dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses, Jonathan, que la dégringolade dans les sondages du NPD et les résultats très faibles du Parti vert du Canada aussi témoignent peut-être d'un désintérêt de la population en général pour les questions environnementales? C'est une bonne question. Je pense pas que c'est nécessairement un désintérêt direct envers les questions environnementales. Je pense que c'est une préoccupation plus grande pour les autres enjeux économiques surtout. Puis justement, au Canada, notre économie est beaucoup basée sur, le pétrole, mais la production manufacturière. Donc, ce qui a quand même des gros chantiers qui ont des impacts là, sur l'environnement. Ce qui fait que souvent, on va avoir, quand on a une crainte, c'est ça, comme on le disait, on va avoir tendance à tasser là, ce qui est plus... ce qui nous apparaît superflu, alors évidemment, ça ne l'est pas. Là. Effectivement. Donc, ce qu'il faut, je pense, c'est qu'on s'assure qu'on continue de faire comprendre au gouvernement, au pluriel, là, autant au Québec, au Canada, puis ailleurs, que les questions environnementales ont un coût, puis que l'inaction climatique aussi a un coût. Là, c'est documenté depuis des années, c'est très clair. Il y a même pas d'ambiguïté. Non, c'est ça. Moins on agit en environnement, plus ça coûte cher. Très bientôt, pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Très bientôt l'année prochaine, dans 2 ans, même cette année, le coût des événements climatiques extrêmes pour les assurances notamment sont de plus en plus grands. C'est quelque chose qui devient... Puis l'ampleur de ces phénomènes-là, justement, grandit d'année en année. Donc, c'est des événements qui ont des coûts astronomiques sur les finances publiques, puis souvent qui touchent les personnes plus vulnérables aussi. Donc, c'est important de continuer de faire comprendre ça à nos gouvernements. C'est très agréable de t'avoir eu en studio, Jonathan. On te prendrait n'importe quand. Fais donc l'aller-retour du lac à Québec, quand t'as des chroniques le matin. Je vais y penser. 15 minutes à CKI. Je vais y penser. Marc-André va te payer. Marc-André dit que c'est pas écologique. Ah, c'est vrai. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. C'est un plaisir. Bonne journée. Bye-bye.